Le Cameroun perd ses piliers, Clément Atangana entre la vie et la mort. 3 piliers des institutions camerounaises. Et en l'espace de quelques semaines à peine, le Cameroun vacille. Le premier est parti le 11 avril 2026. Le deuxième, le 6 mai 2026. Et aujourd'hui, un troisième serait entre la vie et la mort dans un service hospitalier de Yaoundé. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas un scénario de film. Ce n'est pas une rumeur de quartier. C'est une réalité qui se joue en ce moment même au sommet de l'État camerounais. Une réalité que les médias officiels n'ont pas encore voulu ou pu nommer clairement. Alors restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bien au-delà d'une simple information médicale. Il s'agit d'une question de continuité de l'État, d'enjeux de pouvoir, et d'un Cameroun qui semble perdre, les uns après les autres, les hommes qui tenaient ces institutions debout depuis des décennies. Accrochez-vous. Ça commence maintenant. Partie 1, contexte fait, le Cameroun des institutions fragiles. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qu'est le Cameroun institutionnel. Ce Cameroun que les citoyens ordinaires voient rarement, mais qui structure chaque élection, chaque décision de justice, chaque équilibre du pouvoir. Le Cameroun a une architecture institutionnelle particulière. Depuis 1996, avec la révision constitutionnelle qui a réellement pris corps au fil des années, le pays s'est doté d'un Sénat, d'un Conseil constitutionnel, et d'une Assemblée nationale qui forment ensemble ce qu'on pourrait appeler le triptyque du pouvoir législatif et constitutionnel. Chacune de ces 3 institutions a un président. Et pendant très longtemps, ces 3 présidents étaient des hommes d'un certain âge, d'une certaine génération, et d'une certaine loyauté politique envers le système en place. Mais voilà. La nature ne fait pas de politique. Et en quelques semaines, 2 de ces présidents sont décédés. Et le 3e serait, selon des sources proches de sa famille, hospitalisé dans un état critique au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Commençons par poser les faits clairement, tels qu'ils sont connus à ce stade. Marcel Nyan-Jifanji. Premier président du Sénat camerounais. Un homme qui avait traversé les méandres de la politique camerounaise depuis l'époque d'Amadou Ahidjo. Il était né en 1935. 91 ans. Une vie consacrée à l'État, aux affaires, et à la consolidation d'un système qu'il avait, en retour, élevé au sommet. Le 11 avril 2026, Marcel Nyan-Jifanji s'est éteint. Grand chancelier des ordres nationaux du Cameroun, il était considéré comme l'un des doyens absolus de la République. Sa mort a provoqué une onde de choc dans les cercles du pouvoir. Mais elle a aussi, étrangement, été absorbée avec une certaine résignation. Un homme de 91 ans qui s'en va, dit-on, c'est dans l'ordre des choses. Mais ce n'est pas tout. Moins d'un mois plus tard, le 6 mai 2026, c'est une autre figure colossale qui disparaît. Kavé Yegui Djibril. Ancien président de l'Assemblée nationale. Un homme qui avait tenu le perchoir du Parlement camerounais pendant 34 ans. 34 ans. Pour vous donner une idée, il y a des pays africains qui ont eu plus de présidents que cet homme n'a eu d'élection à l'Assemblée. Il avait 86 ans. Né en 1940, dans le Grand Nord camerounais, il avait gravi tous les échelons du pouvoir avec une constance remarquable. Sa mort, survenue si peu de temps après celle de Nyan-Jifanji, a véritablement créé un sentiment d'inquiétude dans les sphères officielles. Et maintenant? Maintenant, il y aurait une 3e figure qui vacille. Clément Atangana. Président du Conseil constitutionnel du Cameroun. Ancien président de la Cour suprême. Un juriste de formation, un homme discret mais absolument central dans le dispositif institutionnel camerounais. Selon des sources proches de sa famille, il aurait été admis au CHU de Yaoundé dans un état préoccupant. Son état serait si sérieux qu'une évacuation sanitaire serait envisagée. Aucune communication officielle n'a été faite. Ni par sa famille, ni par le CHU, ni par les autorités de l'État. Le silence, lui, est assourdissant. Et c'est précisément ce silence qui doit nous interpeller. Parce que dans la politique camerounaise, le silence officiel sur la santé d'un haut responsable de l'État n'est jamais anodin. Il dit souvent plus que n'importe quel communiqué. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question essentielle, qui est vraiment Clément Atangana, et pourquoi sa santé concerne-t-elle chacun d'entre nous? Partie 2, le conflit, quand les institutions tremblent. Clément Atangana n'est pas un inconnu. Mais il est de ceux que le grand public camerounais connaît souvent moins bien que d'autres figures politiques plus exposées médiatiquement. Et c'est une erreur.
Parce que le Conseil constitutionnel qu'il présidait, dans les faits, l'une des institutions les plus puissantes et les plus stratégiques du Cameroun. Pourquoi stratégique? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui valide les élections présidentielles. C'est lui qui tranche les contentieux électoraux. C'est lui qui dit, en dernière instance, qui a gagné ou perdu une élection au Cameroun. Dans un pays où la question électorale est particulièrement sensible depuis la crise anglophone, depuis les élections contestées de 2018, et dans un contexte où l'horizon d'une transition politique est sur toutes les lèvres, la santé du président du Conseil constitutionnel n'est pas une affaire privée. C'est une affaire d'État. Voilà le premier niveau de tension. Mais il y a plus. Et c'est là que la situation prend une dimension presque symbolique ou dramatique, selon le regard qu'on pose dessus. Le Cameroun traverse, depuis quelques années, ce que les analystes appellent discrètement une « transition silencieuse ». Paul Biya, président de la République, est né en 1933. Il est aujourd'hui l'un des chefs d'État les plus âgés du monde. Les hommes qui l'entourent, qui ont construit avec lui ce système depuis les années 1980, vieillissent. Certains s'en vont. Et chaque départ ouvre la même question que les impose à voix haute et que les autres refusent même de formuler: que se passe-t-il quand tout cela s'arrête? Maintenant regardez la séquence des événements. En l'espace de moins de 2 mois, d'avril à mai 2026, le Cameroun perd successivement le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et pendant ce temps, le président du Conseil constitutionnel serait hospitalisé dans un état grave. Ce n'est pas une coïncidence qu'on peut balayer d'un revers de main. C'est une réalité démographique et politique qui interpelle. Ces hommes appartiennent tous à la même génération. Ils ont grandi dans le même système, ils ont été façonnés par la même logique de pouvoir, et ils arrivent, l'un après l'autre, au terme de leur trajectoire physique. Mais ce n'est pas tout. La vraie tension, elle n'est pas seulement dans la disparition de ces hommes. Elle est dans ce qui vient après. Ou plutôt, dans ce que personne n'a encore clairement organisé pour venir après. Quand Marcel Nyan-Jifanji est décédé, la question de sa succession à la tête du Sénat a immédiatement agité les couloirs. Le Sénat camerounais, rappelons-le, n'est pas une institution neutre. Son président est, selon la Constitution du Cameroun, le deuxième personnage de l'État après le chef de l'État, susceptible d'assurer l'intérim en cas d'empêchement du président de la République. Ce détail constitutionnel n'est pas anodin. Il place la question de la succession à la tête du Sénat dans une catégorie à part, celle des enjeux existentiels pour le régime. Quand Kaveh Djibril est décédé à son tour, la même mécanique de spéculation s'est mise en marche autour de la présidence de l'Assemblée nationale. Et maintenant, avec l'hospitalisation de Clément Atangana, c'est une troisième institution clé qui se retrouve dans une zone d'incertitude. 3 institutions. 3 zones d'incertitude. En moins de 2 mois. Et tout cela dans un pays qui s'approche, selon toutes les analyses, d'une échéance électorale majeure, l'élection présidentielle qui pourrait redéfinir l'avenir politique du Cameroun. Vous commencez à voir l'ampleur de ce que nous sommes en train de vivre? Attendez. Parce que le plus important reste à venir. Partie 3, révélation et décryptage, ce que le silence dit vraiment. Parlons maintenant de ce que les informations disponibles ne disent pas directement, mais que l'analyse permet de décrypter. Premier point, le silence institutionnel est un langage. Au Cameroun, comme dans de nombreux systèmes politiques africains hérités des logiques post-coloniales, la communication sur la santé des hauts dirigeants est traditionnellement verrouillée. C'est une pratique ancienne, profondément enracinée dans la culture du pouvoir à Yaoundé. On ne parle pas de la santé des grands. On protège l'image. On préserve l'autorité symbolique de l'institution en ne laissant pas filtrer les signes de faiblesse physique de celui qui la représente. Mais ce silence a un coût. Ce coût, c'est l'information qui circule quand même, mais de manière incontrôlée, fragmentée, parfois amplifiée, parfois déformée. Les réseaux sociaux prennent le relais des canaux officiels défaillants. Et c'est ainsi que des informations comme l'hospitalisation de Clément Atangana se répandent dans la sphère publique avant même qu'une communication officielle puisse les cadrer ou les nuancer. Cette situation révèle une contradiction fondamentale du système camerounais, un État qui contrôle l'information officielle, mais qui a perdu le contrôle de l'espace informationnel réel. Deuxième point, l'enjeu de la continuité institutionnelle. Le Conseil constitutionnel camerounais, présidé par Clément Atangana, joue un rôle absolument central dans la vie démocratique du pays. Sa composition, ses décisions, et surtout sa crédibilité sont des variables essentielles dans tout processus électoral. Or,
Une institution dont le président est hospitalisé dans un état critique, sans communication officielle, sans plan de continuité visible, envoie un signal de fragilité institutionnelle qui n'est pas négligeable. Et là, on peut légitimement se demander, le Cameroun a-t-il des mécanismes de remplacement et de continuité institutionnelle suffisamment robustes pour faire face à une série de vacances de postes aussi rapprochées? Sur le papier, oui. Les textes prévoient des suppléances, des intérims, des nominations. Mais dans la pratique camerounaise, les nominations à des postes aussi sensibles ne sont jamais des actes purement administratifs. Elles sont le résultat de calculs politiques complexes, de négociations entre factions, d'équilibres régionaux et ethniques savamment dosés. Et ces négociations prennent du temps. Un temps que les institutions en vacances n'ont pas toujours le luxe d'attendre. Troisième point, la question des équilibres régionaux. Clément Atangana est originaire de la région du Centre. Marcel Nyanji-Fanji était originaire de la région du Sud-Ouest anglophone. Kave Yegui Djibril était originaire du Grand Nord. Ces trois hommes représentaient, au-delà de leurs fonctions, un équilibre géopolitique interne au système camerounais. Un équilibre qui tient compte des grandes régions, des communautés, des groupes d'influence. Leur remplacement éventuel ne sera pas seulement une question de compétence ou de mérite. Ce sera une négociation politique dans le sens le plus direct et le plus intense du terme. Dans ce contexte, chaque départ fragilise un peu plus cet équilibre fragile. Et chaque nomination future sera scrutée, décortiquée, interprétée comme un signal sur la direction que prend le pouvoir camerounais. Mais voilà ce qu'on n'ose pas dire ouvertement dans les couloirs officiels, ce moment est peut-être le plus délicat que le Cameroun a traversé sur le plan institutionnel depuis des décennies. Non pas parce qu'une révolution est imminente, non pas parce qu'un coup d'État se prépare, mais parce que le vieillissement simultané d'un système et de ses hommes crée une vulnérabilité structurelle que personne n'avait véritablement anticipée. Ou du moins, personne n'avait voulu anticiper publiquement. Et c'est là que la satire camerounaise a son mot à dire. Parce qu'il y a dans tout cela une ironie profonde que nos compatriotes d'Etoudi à Ngusso, de Bafoussam à Garoua, ont bien le droit de nommer. Partie 4, analyse satirique approfondie, le Cameroun, République des ancêtres institutionnels. Permettez-moi maintenant d'emprunter ce chemin que les Camerounais connaissent bien, celui de la vérité dite avec le sourire en coin, parce que pleurer à chaque fois deviendrait épuisant. Le Cameroun, mes chers compatriotes, a longtemps fonctionné sur un principe non écrit mais universellement compris, les institutions, c'est les hommes. Et les hommes, ils ne partent jamais vraiment. Pendant des décennies, les mêmes noms. Les mêmes visages. Les mêmes costumes, 3 pièces pour les grandes occasions, boubou pour les cérémonies traditionnelles, et complet veston pour les jours ordinaires de la République. Des hommes qui étaient là avant que vous n'ayez fini l'école primaire, et qui semblaient vouloir rester jusqu'à ce que vous finissiez d'élever vos propres enfants. Kave Yegui Djibril à l'Assemblée nationale depuis 1992. 34 ans au perchoir. Pour un Camerounais né en 1995, cet homme a été président de l'Assemblée pendant toute sa vie consciente. Il n'a connu aucun autre président de l'Assemblée nationale. Pour lui, Kave était une constante de la nature, comme le mont Cameroun ou le fleuve Ouri. Marcel Nyanji-Fanji au Sénat depuis 2013, une institution qu'il avait, pour ainsi dire, inaugurée. Un homme qui avait connu l'époque coloniale, la réunification, les ajustements structurels, la libéralisation du paysage audiovisuel, l'avènement d'Internet, des smartphones, de TikTok et qui était encore là, sénatorial et imposant, à 91 ans. Et Clément Atangana, au Conseil constitutionnel, gardien discret mais réel du temple électoral camerounais. Ces hommes n'étaient pas seulement des personnalités. Ils étaient devenus, au fil du temps, des monuments vivants du système. Et comme tous les monuments, on finissait par ne plus les voir. On passait devant eux chaque jour sans vraiment les regarder, sans vraiment se demander ce qui se passerait le jour où ils ne seraient plus là. Et voilà que la réalité frappe à la porte, avec une insistance que même la politique camerounaise ne peut plus ignorer. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière cette réalité-là, il y a une question encore plus inconfortable, est-ce que le Cameroun a jamais vraiment formé la relève? Dans les grandes démocraties, le renouvellement institutionnel est un processus continu. On entre dans les institutions jeunes, on monte en grade, on accumule de l'expérience, et un jour on passe le flambeau à ceux qui sont montés derrière soi. C'est le cycle normal de toute organisation saine. Mais au Cameroun, et soyons honnêtes, nous parlons entre nous, le système a souvent fonctionné sur un modèle différent. Un modèle où la loyauté primait sur la compétence, où la longévité au poste était vue comme une vertu en soi,
où déplacer un homme en place était souvent interprété comme un signal politique, une disgrâce, une sanction, un réalignement des forces. Résultat, des hommes sont restés à leur poste au-delà de toute raison physique ou institutionnelle. Non pas par ambition personnelle forcément, mais parce que le système lui-même n'avait pas vraiment prévu de mécanisme naturel de sortie. Pas de limite d'âge ferme. Pas de terme constitutionnel clair. Pas de culture du « je passe la main et je me retire ». Et aujourd'hui, ce même système se retrouve face à une réalité que la biologie a décidée à sa place, ces hommes s'en vont. Non pas parce qu'une réforme l'a décidé. Non pas parce qu'une élection l'a imposé. Mais simplement parce que le temps, lui, n'a pas demandé l'avis du système en place. Il y a quelque chose de profondément symbolique et oui, de satirique dans cette situation. Le seul contre-pouvoir qui ait jamais vraiment fonctionné au Cameroun, c'est la mort. Permettez-moi de le dire autrement, avec tout le respect dû aux personnes concernées, les urnes n'ont pas réussi à changer les visages au sommet. Les manifestations n'ont pas réussi à faire partir les hommes en place. Les crises politiques n'ont pas réussi à renouveler la classe dirigeante. Mais la nature, elle travaille sans bruit, sans discours, sans meeting. Et elle livre ses résultats avec une ponctualité que les institutions camerounaises devraient peut-être envier. Ce n'est pas de la cruauté que de dire cela. C'est du réalisme teinté de cette mélancolie particulière que les Camerounais connaissent bien, cet humour triste qu'on sort quand la situation devient trop grave pour être pleurée et trop sérieuse pour être ignorée. Maintenant posons-nous la vraie question. La question qui dérange. Celle que tout le monde murmure mais que peu osent formuler clairement. Le Cameroun est-il en train de vivre la fin d'une génération institutionnelle? Et si oui, qu'est-ce qui attend le pays de l'autre côté? Les analystes politiques, ceux qui parlent librement, loin des micros officiels, évoquent deux scénarios. Le premier scénario, le système s'adapte en douceur. Les postes vacants sont pourvus rapidement, avec des personnalités compétentes qui représentent les mêmes équilibres régionaux et politiques. Les institutions continuent de fonctionner. Le Cameroun traverse cette période difficile avec une résilience silencieuse, comme il l'a souvent fait par le passé. Et la vie continue. Le second scénario, les nominations tardent, les négociations s'enlisent, les équilibres sont mal calculés, et chaque vide institutionnel devient un espace de tension. Dans un contexte où l'élection présidentielle approche, où la question de la succession politique est de plus en plus présente, ces vides pourraient devenir des failles. Des failles que des acteurs politiques, internes ou externes, pourraient être tentés d'exploiter. Lequel de ces deux scénarios se réalisera? Nul ne peut le dire avec certitude. Mais une chose est sûre, le Cameroun n'a jamais eu autant besoin d'une réflexion sérieuse sur sa résilience institutionnelle que maintenant. Et cette réflexion, elle ne peut pas venir uniquement d'en haut. Elle doit venir des citoyens, des universitaires, des journalistes, des jeunes qui vont hériter de ce système dans les années qui viennent. Conclusion, la génération qui regarde. Voilà où nous en sommes, mes chers compatriotes et amis de la grande famille camerounaise. Marcel Niane Fangi, 91 ans, disparu le 11 avril 2026. Kaveyegui Djibril, 86 ans, disparu le 6 mai 2026. Et Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, hospitalisé dans un état qui, selon des sources proches de sa famille, serait préoccupant. 3 hommes. 3 institutions. 3 piliers d'un système qui tremble. Ce que nous vivons n'est pas simplement une série de nouvelles tristes. C'est un moment de vérité pour le Cameroun institutionnel. Un de ces moments rares où la réalité oblige un pays à se regarder dans le miroir, sans phare, sans discours, sans protocole, et à se demander honnêtement, qu'est-ce que nous avons construit? Qu'est-ce que nous avons préservé? Et qu'est-ce que nous allons laisser à ceux qui viennent après nous? Les grandes nations ne sont pas celles qui ont les plus beaux monuments aux morts. Ce sont celles qui ont su, en temps de paix comme en temps de crise, préparer leur lendemain. Organiser leur renouvellement. Former leurs successeurs. Construire des institutions qui survivent aux hommes et pas des institutions qui disparaissent avec eux. Le Cameroun a des ressources humaines extraordinaires. Des jeunes brillants, des technocrates compétents, des juristes de talent, des femmes et des hommes capables de porter ces institutions vers l'avenir. La question n'est pas de savoir si ces personnes existent. La question est de savoir si le système est prêt à les laisser entrer. Nous souhaitons un prompt rétablissement à Clément Atangana, et nous avons une pensée respectueuse pour les familles de Marcel Niane Fangi et de Kaveyegui Djibril. Ces hommes ont servi leur pays à leur manière, dans leur contexte, avec leurs contradictions, comme nous le faisons tous.
Mais leur héritage le plus important ne sera pas les postes qu'ils ont occupés. Ce sera la question qu'ils nous laissent, et maintenant, que fait-on? Je vous pose cette question directement, à vous qui regardez cette vidéo, où que vous soyez. Que pensez-vous de la situation institutionnelle du Cameroun en ce moment? Est-ce que le pays est préparé à gérer ce moment de transition? Laissez votre réponse dans les commentaires. Débattons. Parce que ce débat-là, il est trop important pour être laissé uniquement au couloir des tout-dits. Et si vous pensez que d'autres Camerounais devraient voir cette analyse, partagez cette vidéo. Parce que l'information, c'est déjà une forme d'action. À très bientôt.